Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité aujourd'hui est la preuve vivante que plusieurs échecs scolaires ne mènent pas assurément à l'échec de toute une vie. Ces difficultés scolaires l'ont amené à vouloir rapidement développer sa croissance personnelle. À 17 ans, il achetait sa nouvelle entreprise. À 20 ans, il est devenu le plus jeune directeur de vente automobile au Québec. C'est maintenant à travers son entreprise en développement personnel et en tant que conseiller qu'il continue à peaufiner son succès. Être ou ne pas être, là est maintenant sa question. Son podcast Drôlement Inspirant étant le deuxième podcast le plus écouté au Canada, a une place très importante dans le domaine du balado au Canada. C'est donc en étant drôlement enthousiaste que je reçois mon invité à personnalité positive et au rire contagieux, celui qui est drôlement inspirant, Charles Côté. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour Charles. Hey, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Rire contagieux, je trouve ça beau, moi, ça. Oui, t'as un J'aime rire ça. contagieux, Je vais t'as le un prendre. sourire contagieux aussi. T'es bien fine. Oui, quand on te voit, là, on voit justement là, tes podcasts qu'on voit défiler sur les réseaux sociaux. Effectivement, je pense que c'est la première chose qui doit accrocher ton sourire. Peut-être, mais sinon, on ne me voit pas puis écoute en audio. Oui, ben là, on le voit aussi, là. On le peut ressent. sûrement entendre, on peut sûrement entendre, effectivement. Mais là, j'ai dit, écoute, il y a tellement un beau parcours, Charles, que je veux qu'il vienne m'en parler. Parce que malgré ton jeune âge, t'as quand même, t'as fait un bon bout de chemin, tu l'as trimé tu sais, t'as pas volé où tu en es rendu présentement. T'as travaillé fort, t'as pris les moyens du bord pour arriver à accéder à tes objectifs, à tes rêves. Et puis là, j'ai dit, Charles, faut qu'il vienne me parler de son parcours, mais aussi de sa famille, d'où il vient. Y a-tu des frères, y a-tu des sœurs? Comment ça en est venu, son école, etc. Donc, je te laisse aller. Puis naturellement, on va se rendre jusqu'à tes fameux projets qui sont de plus en plus populaires. Yes, ben merci. En fait, c'est le fun parce que, bon, on va pouvoir jaser, mais je parle pas beaucoup de mes trucs personnels. Tu sais, je parle jamais de ma famille ou de tout ça. Tu sais, je parle des fois un petit peu d'où je suis parti, mais bon, j'y vais quand même assez en surface. Oui. On va peut-être y aller plus en profondeur ensemble. Oui, pour apprendre davantage à te connaître. Exact. Donc, je suis l'aîné de ma famille. Je suis un grand frère, un petit frère, une petite sœur. Puis, j'ai grandi dans un village où il y avait plus de vaches que d'habitants. Donc, il y avait pas beaucoup de chicanes dans ce moment-là. Non, t'entendais à longueur de journée. Non, mais nous autres, on avait une petite fermette. Donc, on avait des chevaux, des moutons, des chèvres, des chiens, des chats. On avait toutes sortes d'animaux. Mm-hmm. Puis, c'était juste pour le plaisir comme ça que mes parents avaient acheté une fermette. Et moi, je travaillais sur des fermes de voisins. Puis j'ai commencé à travailler à l'âge de 10 ans. Donc, évidemment, à temps partiel. Je faisais pas du 40 heures par semaine à 10 ans. Mais je faisais ça à temps partiel. Puis à partir de comme 14-15 ans, je travaillais l'été, temps plein. Okay. Et j'aimais ça parce que ça me permettait de fuir un peu l'école. Même que je me souviens d'avoir foxé des cours pour aller travailler. Tellement que je détestais être à l'école. Et ça a commencé dès le primaire. Là. Moi, à la maternelle, je ressentais tout de suite en partant, quand je suis rentré à la maternelle, je me sentais pas bien. Puis c'est drôle parce que ma mère serait ici, elle dirait « Charles, c'était un super enfant », excepté quand il est rentré à la maternelle. Puis je me souviens durant les siestes à la maternelle que tu sais, faut que tu dormes sur un genre de petit tapis bleu là. Mm-hmm. Mais moi je devais déranger, fait que la prof m'enfermait dans le garde-robe. Hey non, ça c'est inacceptable, ça. C'est pas supposé de faire ça. Tu peux pas faire ça. Ça fait pas partie d'un cours à l'université. Non, puis surtout que ça fait pas si longtemps que ça que t'es en maternelle, parce que c'est quand t'as pas 50 ans, là, t'es quand même assez jeune. Ça, non, ça... OK, fait que mettons, v'là 30 ans, ça c'était correct? Ben, peut-être pas v'là 30, ben ça a jamais été correct. Mais il y a eu un temps où la discipline, bon, tu sais, dans le temps où c'était plus les ordres religieux qui faisaient l'enseignement, il y avait des services corporels qui auraient pas dû être là, mais qui étaient là, puis que c'était comme accepté. Mais là, je veux dire, tu sais, dans quelle année t'étais en maternelle? Ça fait pas tant longtemps que ça. Écoute, c'est inacceptable. Ça se fait pas. On n'a pas mais c'était un gros garde-robe, là. Ouais, c'était quand même luxueux, là. C'était un beau garde-robe. Avec des balais puis des... Je te jure. Ma mère travaillait à cette école-là, puis elle capotait quand elle a su ça. Elle dit, ça a aucun sens. Et bref, on mettra pas ça sur le dos de la prof, de genre, c'est à cause d'elle que j'ai vécu l'enfer. Non, mais à quelque part, ça n'a pas dû aider parce que, tu sais, comme on dit, ça prend un village pour élever un enfant. Puis
la personne, tu entres en maternelle, c'est la personne à quelque part, pas qui vient substituer tes parents, mais c'est ta nouvelle figure que tu vois à temps plein. Puis cette personne-là, tu quittes la maison, c'est pas évident. Tu passes des journées avec une personne que tu connais pas. Surtout en maternelle, la personne doit être à quelque part, moi je l'ai toujours dit, là, quand tu es au préscolaire, c'est-tu vraiment une vocation? Moi, personnellement, j'aurais pas une classe à plein temps de préscolaire. Puis la personne est censée t'envelopper, te sécuriser, te comprendre, aller chercher les outils. Tu sais, si elle a besoin d'aide, il y a la direction, il y a d'autres intervenants dans l'école, mais de mettre dans un placard à balai, c'est certainement, ça aide pas. Ça n'a pas dû aider en tout cas, c'est sûr que ça t'a pas aidé à aimer l'école et à avoir hâte d'y retourner. Ben, ça fait en sorte que j'ai détesté l'école et le ménage. Donc, c'est à partir de là. Mais ça, c'était la maternelle, c'était même pas au village où j'ai grandi. C'était en ville, puis on a déménagé après ça dans le village. J'ai commencé ma première année. Oui, parce qu'il y en a qui peuvent dire, on sait bien, c'est dans un village. Non, non, je veux le préciser parce que ça se voit partout ailleurs. Même aujourd'hui, malheureusement, je pense que ça se fait encore. Peut-être. Il faut qu'ils écoutent ton podcast. Faut que ça soit à ne pas faire. On ne met pas les enfants. Si votre enfant a été mis dans un placard parce qu'il n'écoutait pas à l'école, c'est inacceptable. Vraiment, là, dénoncer. C'est bien important. Exact. Mais puis après ça, ben, on a déménagé de la ville. On s'est dit, c'est des fous en ville. Là, on va aller en campagne. Je vais les faire. Mais on est déjà en campagne. Puis c'est là que j'ai fait tout mon primaire. Ouais, OK. Puis, tu sais, mon frère, ma soeur plus jeune aurait pu... Tu sais, mon frère, on y avait proposé de sauter des années tellement qu'il était bon. Finalement, il l'a pas fait parce qu'il était juste trop tannant. Fait qu'ils ont dit, non, on va te garder là. Mais il pouvait sauter des années. Ma soeur aussi. Donc, eux autres, ils étaient bons à l'école. Moi, j'étais vraiment pas bon. Puis, évidemment, ça peut peut-être donner une pression. Mais je le sentais vraiment d'un point de vue social. Où ce que même... il y a une fille sur laquelle j'avais un œil durant toute le primaire. Mais jamais, de la première année à la 6e année, j'ai été capable de dire... C'est même pas une petite lettre là, d'écrire veux-tu sortir avec moi, coche oui, coche non. J'ai pas pu faire ça. Même plus tard, j'ai des filles en ce moment qui m'écrivent parce qu'ils me voient sur les réseaux sociaux puis ils disent hey, on est allé au secondaire ensemble. Puis je me souviens de toi, je t'ai eu dans l'œil tout le secondaire. Puis là, elles aujourd'hui me disent hey, mais nous autres aussi, on te trouvait de notre goût. Mais jamais j'ai osé aller vers eux pour leur dire comme, tu sais, j'aurais pu avoir plein de blondes. Ça aurait été le fun, hein? Oui, c'est ça. T'aurais peut-être eu plus de troubles, par exemple. Peut-être. L'histoire le dit pas. Voilà. Mais bref, je trouve ça plate de me dire, hey, j'étais coincé, donc j'ai pas osé y aller. Puis aujourd'hui, le côté positif, c'est que même si je pense me planter en quelque chose où je suis pas sûr, je vais y aller quand même parce que je préfère me planter que de juste pas y aller. Parce que juste de me rappeler, puis ça paraît tellement anodin, là, l'idée de dire hey, tu vas vers des filles pour dire je te trouve de mon goût, on sort-tu ensemble ou peu importe. Ben, je le revis encore aujourd'hui de ça aurait été le fun, tu sais. Ça aurait été cool de le faire. Puis jamais dans ma vie future, je veux avoir à me dire ça que. J'aurais donc dû. Non, fait que je fais tout pour éviter le j'aurais donc dû. Fait que ça servirait positivement, mais ça reste que à l'école, ça allait vraiment pas bien. Non, c'est ça, parce que c'est même au niveau primaire, tout ça, puis les résultats scolaires, c'était pas évident. T'étais le frère aîné aussi, donc, tu sais, si tu vois ton frère, ta soeur qui sont les cadets, qui sont plus jeunes, là, tu te dis, ben là, tu sais, eux, ça va bien. Moi, j'ai des difficultés scolaires. Ça devait pas être évident. Peut-être aussi. De vivre ça, parce que souvent, quand on est le grand frère ou la grande sœur, on se dit, il y a comme un genre, même si les gens le disent pas ou que même si les parents s'attendent pas à ça, on dirait qu'il y a comme une pression d'être le modèle, tu sais. Ben, tu me fais penser à quelque chose. Moi, mes parents voulaient que j'aille dans une école privée. Puis c'était l'été, la transition entre 6e année puis secondaire. Moi, au primaire, l'école où j'allais dans le village, ils disaient faut qu'il redouble son année, là, il est pas assez bon. Mes parents voulaient rien savoir, je redouble. Fait que tu sais, c'était pas l'école qui décidait, c'était les parents qui disaient non, il suit ses amis, tu sais. Puis mes parents, c'était pour bien faire, l'école, c'était pour bien faire. Tout le monde est bien intentionné, mais ça veut pas dire que parce que t'es bien intentionné que tu fais la bonne chose. Non. Fait que au secondaire, je me suis pété à la gueule parce que cet été-là, je vais toujours m'en souvenir, mes parents n'aimeraient pas ça entendre ça, mais bref, ils le savent, on en a tellement jasé, je les en veux pas, mais ils m'ont fait étudier pendant une bonne partie de l'été pour réussir à rentrer à une école privée. En plus de ça, ils m'avaient envoyé dans un camp de vacances qui était de la marde, où on avait comme plein d'activités, on couchait dehors, puis c'était... En tout cas, il y a peut-être du monde qui aime ça, là, mais moi, j'avais trouvé ça vraiment pas le fun. Fait que j'avais détesté cet été-là parce que j'étais allé dans un camp de vacances, je fais pas être avec mes amis, puis le soir, au lieu de jouer avec mes amis, j'étudiais pour réussir le foutu examen pour aller à une école privée. Puis finalement, je l'ai quand même poché. Fait que tu sais, tu te mets mettons dans la situation où que tu penses aller à l'école privée, t'étudies pour ça, t'échoues, tu rentres au secondaire, puis j'ai même coulé mon secondaire
C'est comme, Oui, c'est ça. Au niveau de l'estime de soi, ça aide pas. Ben oui. Mais je te dirais que la beauté de la chose là-dedans, c'est quasiment que tu n'as pas pu rentrer à l'école privée. Parce qu'il y en a qui réussissent à rentrer quand même. Mais après ça, c'est l'enfer, là. Parce que les difficultés continuent. Alors, ils vivent que des échecs. Secondaire 1, secondaire 2, ils réussissent un peu à sortir un peu la tête de l'eau. Puis le secondaire 3, ça clash. Puis là, l'école leur dit, écoutez, votre enfant, on doit le retirer. Fait que en 15 ans... Tes amis sont là. Oui, exactement. Mais vois-tu, pour répondre à la question par rapport, pas ta question, mais ton commentaire par rapport au grand frère, c'est que je me suis senti mal que mon frère et ma soeur n'aillent pas à l'école privée parce que vu que je l'avais poché, mes parents ont fait, on va l'envoyer à l'école, à la polyvalente avec Charles. OK. Mais eux, ils seraient allés, là. Ils auraient passé l'examen, là. Bien facile. Fait que à cause que moi, je l'ai pas eu, eux, ils sont pas allés parce qu'ils ont dit, on va tous les envoyer à la même école. Parce que le grand frère était là, tu pouvais veiller au grain. Qui était pas une bonne affaire non plus, j'étais pas très, très sage. Donc, c'est pas fun pour eux qui arrivent 2 ans, 4 ans après, puis les profs font... C'est toi le frère ou la sœur à Charles? Non, c'est ça parce que... Mais ça m'a quand même traité en tête de me dire, si j'avais été capable d'y aller, les autres y seraient allés. Ça aurait peut-être rien changé dans l'histoire ou ça aurait été complètement différent, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est quand même une pression qu'on peut se donner. Oui, c'est ça. Puis tu en parles aujourd'hui, puis tu as comme, veux pas ce regret-là, mais tu dis, peut-être que le cours de l'histoire aurait été différent pour mon... Mais j'ai aucun regret par rapport à ça. Non. Parce que, d'aller voir les filles pour leur dire, hey, je te trouve de mon goût, puis j'étais trop gêné à 14-15 ans d'y aller. Ça, je le sais que j'aurais pu, c'est juste une question de go, vas-y. Oui. Mais au niveau scolaire, je suis devant mes mathématiques, je suis devant les sciences, l'histoire, le français, je comprends pas. Fait que dans ma tête, il n'y avait pas une solution de tu peux faire ça pour quand même y arriver. J'étais pas bon et je me conditionnais que j'étais pas bon. Donc, je me forçais même pas. Fait que j'arrivais devant un examen ou quoi que ce soit, puis j'étais complètement impuissant. Avant même de finir de lire la question, dans ma tête, j'avais déjà abandonné. J'avais déjà perdu. J'avais déjà échec. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans où si on recule, puis on me donne, mettons, confiance en moi, ou on m'encadre d'une certaine façon, peu importe, peut-être que je m'aurais plus forcé. J'aurais peut-être pas pété des scores à 100%. Peut-être que j'aurais passé mes cours parce que je m'aurais pas senti impuissant. Pourtant, on a quand même voulu bien m'encadrer. J'ai eu des psycho-éducateurs, orthophonistes, puis j'avais de la misère à... Un trouble de langage. Trouble de langage, tout ça. Donc, tu sais, mes parents ont fait des efforts. Ils voulaient, là. C'était pas parce qu'ils s'en foutaient, là. Est-ce qu'ils voulaient? Mais moi, dans ma tête, je me conditionnais que j'étais pas bon. Fait qu'il y a quelque chose de spécial là-dedans où j'aurais pas la réponse à dire, hey, si votre enfant vit tel problème, vous devez faire ça. Non. Moi, c'est la croissance personnelle qui m'a sauvé. Ça peut-être être ça pour tout le monde? Je le sais pas, mais moi, c'est vraiment, vraiment ça qui est venu me sauver parce que sinon, imagine, c'est à l'école, j'abandonne avant même d'avoir essayé. Dans la vraie vie, ce que ça donne. Devant n'importe quoi, devant une relation, devant un patron qui te maltraite, tu veux une augmentation de salaire, n'importe quoi que tu veux faire plus tard dans la vraie vie, tu te rends pas au bout des choses, tu vas en souffrir, là. Oui, puis tu sais, souvent, dès le jeune âge, moi, je me souviens, là, des fois, je faisais vivre à ma fille des choses, puis je disais, veux-tu aller ou veux-tu aller, t'ont été invité pour faire telle chose, puis sur le coup, des fois, elle disait non. Je disais, pensez, est-ce que tu as le goût d'y aller? Puis c'était la gêne, tu sais, c'était même pas une confiance en elle, c'est vraiment la gêne. Puis même avec mon fils, je l'ai fait aussi à quelques reprises, je disais, OK, si tu y vas pas, est-ce que tu vas regretter de ne pas y avoir été? Tu sais, parce que là, c'est là, le moment se présente. Alors, est-ce que tu y vas? Si tu te laisses freiner par ta gêne, par ton angoisse ou ta peur, puis après ça passe, puis là, tu vois qu'ils choisissent quelqu'un d'autre, puis là, j'aurais tellement ça être là. Là, à ce moment-là, c'est pas ça. La meilleure solution, c'est pas de garder ta gêne puis d'agir avec la gêne. C'est vas-y, laisse ça tomber, puis si tu y vas, puis tu vis la situation ou l'événement, puis après ça, tu vas être super content. Oui. Donc, tu sais, ça part de là. Puis c'est mieux de le mal. Au pire, tu le fais moins bien, tu te rends une activité ou peu importe, tu fais quelque chose, ça se passe pas exactement comme tu l'avais prévu. De toute façon, on va se dire, les choses ne se passent jamais comme on l'avait prévu à 100%. C'est comme ça. Donc, vaut mieux y aller. Ça se passe pas comme tu avais prévu. T'es peut-être même déçu, mais au moins, tu le fais. Au moins, tu le fais. Moi, ce que j'aime beaucoup me dire, puis que je dis souvent dans mon podcast, peu importe, c'est tu peux pas regretter quelque chose ou une situation parce que initialement, tu avais pris la décision avec une bonne intention. Tu peux pas regretter quelque chose où à la base, c'était d'une bonne intention. T'sais, mon intention était bonne. C'est quoi ton intention en arrière de
aller à tel événement ou d'essayer tel projet ou de te lancer en affaires ou de faire demander une augmentation de salaire ou de demander à quelqu'un d'être en couple ou peu importe, ou d'aller vers les autres. C'était quoi ton intention? Si l'intention était bonne, mais ça se passe pas comme tu voulais, tu peux pas t'en vouloir. Tu peux te sentir complètement comme le contraire. Des fois rejeté, peiné, etc. C'est correct. Même des fois frustré, mais... C'est correct, mais moi, j'aime me dire, puis ça règle pas le problème à 100%, là, c'est juste une petite partie qui m'enlève, qui me donne un peu de lâcher prise, que je peux pas me sentir mal. Mon intention était bonne. T'es bonne. Puis là, tu finis quand même ton secondaire 5 Non. à travers... Oh, t'as jamais fini ton secondaire? Jamais. OK, fait que t'as arrêté l'école en quelle année? C'est une bonne question. OK. C'est une bonne question. OK, Non, j'ai fait une équivalence OK. de ça. Mais en fait, j'avais... Secondaire 1, je l'ai redoublé. Après ça, secondaire 3, je l'ai redoublé. Et là, j'ai comme négocié avec la direction de mettre... C'était moitié des classes modulaires, mais j'avais quand même des cours de sciences et d'univers social en secondaire 4, parce qu'il faut que tu ailles ça pour avoir le diplôme. Fait que je m'étais arrangé avec eux puis j'étais comme le seul dans l'école à pouvoir faire ça. Et tu sais, imagine, là, mes T'avais déjà amis... un bon... quand même, t'étais déjà négociateur. Ouais, mais ce côté-là de débrouillard, je l'ai développé vu que je travaillais jeune, tu sais. De la vraie vie, tu sais. Je l'avais... Puis je me tenais avec des gens beaucoup plus vieux. J'avais fait déjà beaucoup de niaiseries. Fait que j'étais déjà comme dans le monde adulte. Je parlais aux enseignants puis je parlais à la direction comme je parle à un adulte. J'étais pas en mode « Oh, c'est l'adulte, moi je suis l'enfant. » Il n'y avait pas ça. Là. Je leur parlais comme on se parle en ce moment. D'égal à égal. D'égal à égal, exact. Et puis, je voulais avoir mon diplôme, donc j'allais arranger pour faire ça comme ça. Et t'imagines, là, mes chums avec qui je suis rentré au secondaire, sont déjà rendus au cégep. Moi, j'étais en 4. La confiance n'est pas super là, puis je comprends pas plus. Puis je suis pas meilleur, puis j'ai de la misère. Puis les profs, ça clique pas avec moi. Et là... la dernière année, là, j'ai 17 ans, puis là, j'ai déjà parti de ma business de machine distributrice. Fait que moi, je fais déjà la croissance personnelle. Puis je commence à faire la croissance personnelle. J'ai parti de ma première entreprise. Puis là, j'étais encore au secondaire à me faire royalement chier, pardon. Et là, j'ai un de mes amis qui me dit « Ah, je suis allé faire mon équivalence, puis là, je fais un DEP, puis t'as pas besoin, pour faire un DEP, d'avoir ton secondaire. » Fait que ça a été ça ma porte de sortie. J'ai été voir... je pense pas que c'est le terme, là, mais orienteur. Oui. Bon, pour l'orienteur, je leur ai dit, écoute, je sais qu'on peut aller juste faire un examen pour avoir l'équivalence. Puis il était là, non, on peut pas faire ça. Je dis, oui, ça se fait, là. Je dis, OK, ferme la porte. Oui, on peut faire un examen, puis t'as ça, puis tu vas faire des DEP. Mais dis-le pas à la classe, parce que eux, dans le fond, ils travaillent pour aller chercher la même affaire, mais en restant à l'école. Je dis, OK, parfait. Fait que moi, je l'ai fait. Puis je suis parti. Puis je l'ai réussi, cet examen-là, de justesse. Et ça m'a jamais servi. Parce que... T'as-tu senti une libération? Pas par rapport au diplôme de... Le papier, ça, je m'en fous. Je sais même pas où, je m'en suis jamais servi. Mais j'ai senti une libération la journée que j'ai dit, OK, je suis plus à l'école. C'était vraiment ça. Tout le long que j'étais à l'école, j'étais malheureux. J'étais pas heureux tout le long que j'étais à l'école. La journée que j'ai fait, OK, je suis plus là, je pars faire ma vie. Même s'il y avait une certaine insécurité de qu'est-ce que je vais faire, j'étais quand même plus confiant d'affronter la vie que de rester à l'école. Donc, ça te faisait moins peur, c'est ça, de dire, bon, ben là, j'ai ma vie en main. Ouais. Puis là, t'arrives, puis là, tu pars ta première entreprise. Ça arrive comment, cette première entreprise-là? Je suis sur l'EPAC. Puis un peu comme j'ai découvert la croissance personnelle, c'est sur Internet, j'ai regardé des entreprises à acheter. Oui, parce que la croissance personnelle arrive t'as 15 ans, 15-16 ans. Oui, 15-16 ans. Puis ça arrive comment, ça? Ben, je regarde autour de moi, puis j'ai des amis que leurs parents ont un style de vie qui me plaît, d'autres pas du tout. Puis là, je me dis, pourquoi il y a des gens qui ont des vies différentes? C'est-tu un hasard? C'est pourquoi? Puis j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Je voyais évidemment des documentaires à la télé de gens riches et célèbres. Je me disais, comment ils ont fait pour avoir des vies comme ça? Fait que c'est juste des recherches bien simples de comment 3 petits points. T'sais. Comment être riche, comment avoir un avion, comment... N'importe quoi. J'écrivais n'importe quoi ou comment avoir plus confiance. Là, je suis tombé sur des conférenciers ou des coachs, des gens qui parlaient de ces sujets-là. Puis c'est là que j'ai commencé à rentrer dans l'univers de la croissance personnelle. Et l'entreprise... Je voyais que j'avais au fond de moi peut-être une petite étincelle d'entrepreneur et dès que je pensais à être en affaires, à avoir ma business, là, ça venait vraiment me stimuler, tu sais.
Fait que c'était pas quelque chose que j'ai provoqué de genre, ben moi, je vais devenir entrepreneur parce que, c'était à la mode. C'était pas à la mode, là. Il y a personne qui en parlait à ce moment-là. Des gens qui l'étaient, des gens qui l'étaient pas, puis fin de l'histoire. Mais moi, ça me stimulait vraiment. Fait que j'ai commencé à regarder sur l'EPAC, les entreprises à vendre. Puis j'essayais n'importe quoi, là. Hey, j'avais vu un salon de massage. Pas un salon de massage avec, ils ont des diplômes, là, OK? Salon de massage à vendre. La madame avait mis ça sur l'EPAC. Son mari était décédé. Elle demandait genre 500 000. Moi, j'étais arrivé là à la rencontrer. Elle était là, t'es qui, toi? Pas une scène? J'avais 5 000, tu sais. Je dis, j'ai une compagnie, j'essayais n'importe quoi. J'ai rencontré un monsieur qui vendait des parts dans une business de massage à domicile. Tout était entouré des massages, non? Mais j'essayais plein d'affaires, j'essayais plein de trucs. J'avais acheté des alcotestes jetables. J'avais acheté ça d'un gars qui achetait ça en Chine. Je l'avais acheté comme 6 000 $ pour vendre ça en porte-à-porte. Pas vendu un parce que ça prend un permis pour faire du porte-à-porte. Je l'ai appris à ce moment-là. Après, quelqu'un m'a dit, où ton permis de porte-à-porte? Puis j'avais toute mon équipe avec moi. J'étais là, Chris Gang, on peut plus rien faire. Oh là là. J'essayais plein de trucs. Puis là, j'ai tombé sur une business qui vendait des machines distributrices. Puis au total, ça me prenait peut-être 10 000 pour acheter ça. Puis j'avais 5 000. Puis j'ai appelé mon grand-père pour qu'il me prête 5 000 qui manquait. Puis il me l'a prêté. Puis je me souviens, j'étais allé en auto chez eux avec mon premier vieux char, moitié rouille, moitié vert, là. Puis il m'avait prêté l'argent, puis j'y ai remis, là. C'était pas, il me le donnait. Puis il était comme, fais attention, pas te faire avoir. Puis je me suis fait avoir solide. J'avais acheté ce cash. Le gars était bien pressé parce qu'il déménageait. La moitié des clients, c'était des bars. Moi, j'ai 17 ans, je peux pas rentrer dans les bars. T'avais pas fait ben ton étude de marché. J'avais pas fait mon due diligence ben, hein. Caroline, mais quel apprentissage. Ah, mais écoute, de te lancer juste à ce jeune âge-là, de te lancer, puis tu sais, d'y aller all-in, tu sais, vraiment, puis c'est sûr qu'en toi, puis tu dois l'avoir encore là, mais un désir vraiment de réussir, là, ton désir de réussir est vraiment obsédé. Foncièrement. C'est obsédé, le mot c'est vraiment ça, j'étais obsédé. C'est never give up, puis envoie. Plus aujourd'hui. Non? Never give up, ça peut te créer des ulcères en tabarouette aussi. Là, never give up, il y a une espèce de... je vais le séparer en deux, là. C'est correct de dire, j'abandonnerai jamais dans quelque chose qui tient vraiment à cœur, mais parfois, on est en mode, j'abandonnerai jamais dans quelque chose qu'il faudrait peut-être qu'on lâche. Il y a des relations qu'il faut peut-être qu'on lâche au lieu de never give up. Si t'aimes pas ton travail, never give up. Non. C'est correct de give up, là. C'est par rapport à tes projets, par rapport à essayer des choses. Mais par rapport à quelque chose de grand, par rapport à... On met ça va être cliché, mais réussir ma vie, là, entre guillemets, là, le never give up, c'est vraiment par rapport à ça de j'abandonnerai pas mes rêves. Je peux abandonner un processus, je peux abandonner une stratégie de genre, never give up, ma compagnie de machines qui me rapporte que dalle. C'est peut-être une bonne option. Tu comprends? C'est bon. De lâcher ma job que j'aime pas, c'est peut-être une bonne option. Mais au fond de toi, même si ce processus-là, tu dois l'abandonner, dans le sens... J'abandonnerai pas le rêve. Exactement. Souvent, c'est ça que je trouve malheureux, c'est qu'il y a plein de gens qui abandonnent leur rêve au lieu de juste changer d'option. À cause d'un processus qui marche pas. Oui. Non, je me suis pas rendu millionnaire avec mes machines, mais m'a trouvé autre chose. Tu comprends? Il y a tellement d'affaires. Il y a plein de façons que je peux arriver à mon objectif. Puis c'était pas juste de faire de l'argent, là, l'objectif, mais ça reste que ça faisait partie d'un des... raison de te lever le matin et d'être fier de toi, parce que tu parlais d'estime de toi, tu n'avais pas beaucoup d'estime de toi. Puis tu as réussi à construire ça de quelle façon? À force de faire des essais-erreurs à travers tes... En prenant action sur un paquet d'affaires, puis sur le essai-erreur, puis de me planter, puis de m'étudier. Si vraiment je veux le raccourcir, là, évidemment, il existe un paquet de stratégies pour... gagner en estime personnelle. Par contre, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que c'est up and down. Il y a des journées où tu te sens moins bien, puis pour quelle raison? Tu te regardes dans le miroir, puis c'est comme, pourquoi mes cheveux sont de même? Pourquoi je me sens comme ça? Il me semble que je me sens pas bien dans ma peau aujourd'hui. C'est inexplicable. Il y a d'autres journées où t'es 10 sur 10. Pourquoi? Ça s'explique-tu? Dis à quelqu'un, là, à part, mettons, si t'es un acteur, là, montre-moi que t'as confiance en toi en ce moment. C'est quoi que ça fait quelqu'un qui a confiance en lui? C'est quoi la position? C'est quoi qu'il dit? C'est pas tangible, ça n'existe pas. Donc, il y a un peu d'invisible là-dedans. Et c'est dur à aller vraiment chercher le pourquoi toi, t'en as pas, puis pourquoi il y a certains éléments qui feraient que tu te sentirais comme ça, versus c'est quoi que tu pourrais faire pour monter ça. Donc, moi, ça a vraiment été du gros essai-erreur, mais la croissance personnelle m'a définitivement aidé.
à le travailler. Par contre, ça n'a pas été juste en lire des livres, faire des formations, puis attendre. Ça a vraiment été de la construire. Puis moi, une chose que j'aime beaucoup dire, c'est la confiance en soi. C'est une réputation que tu bâtis envers toi-même. Donc, j'ai ma fameuse citation que je répète, qui est « Fais ce que tu sais que tu dois faire ». Mais quand tu fais ce que tu sais que tu dois faire, tu te mens pas à toi-même. Mm-hmm. Fait que si tu te dis « Ah ben moi, j'aimerais ça réduire ma consommation d'alcool », puis tu le fais pas. Mm-hmm. L'alcool, on s'en fout, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu t'es dit que tu allais le faire et tu l'as pas fait. Fait que juste cette partie-là, ça, c'est pas. On va pas guérir des blessures du passé ou peu importe avec ça. Par contre, on commence déjà à se bâtir une confiance qui est plus solide à hey, mais je me suis dit que j'allais faire quelque chose. J'ai une idée que je veux entamer, je le fais. Ça sera pas parfait, mais au moins, je le fais. Et je rencontre plein de gens, j'ai des amis, de la famille ou des clients qui me partagent des idées. Tout le monde a des idées. Ouais, ça me fait rire quand quelqu'un m'écrit là, ah, Charles, j'ai une idée, je vais te la partager. Tout le monde a des idées. Qu'est-ce que toi tu fais avec ta crise d'idées? Oui, c'est ça. Tu as eu l'idée de faire un podcast. Oui. Combien de monde ont des idées de faire un podcast? Plein. De plus en plus. De plus en plus, évidemment. Mais toi, tu l'as fait, tu comprends? D'être maître de sa destinée puis de faire avancer les choses. Puis si personne ne va faire ta place. Non, c'est ça. Tu veux atteindre un objectif, ben moi, c'est ce que j'enseigne à mes enfants. Puis à travers tout ce que je fais, c'est ça. Tu as une idée, tu t'arranges pour prendre les moyens pour puis atteindre tes objectifs. D'arrêter de te mentir. Arrêtez de te mentir à travers ça. Parce que oui, tu prends les moyens, comme tu viens de dire, mais arrêtez de te mentir. Comme, qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien? Fait que je me suis fait un peu mon propre thérapeute à, OK, ben pourquoi je me sens comme ça quand on me dit ça? Ah, c'était parce que j'ai vécu du rejet. Là, je m'en vais étudier un peu plus qu'est-ce qui est alentour du rejet. Tu sais, c'est un univers, hein, la croissance personnelle. Il y a tellement d'affaires. Puis je me suis mis en mode, même encore aujourd'hui, je suis en mode comprendre. Tu sais, qui je suis, comprendre comment je suis faite, comprendre c'est quoi mes insécurités, c'est quoi mes blessures, c'est quoi qui... Sans être cliché, là. Juste comme concrètement, là. Hey, pourquoi là, tu avais l'air d'avoir une insécurité, Charles, sur telle situation? Ah, c'est peut-être parce qu'il est arrivé A, B, C, D. Mais tout le monde peut faire ça, là. Parce que, tu sais, là, tu parles, tu dis, ben moi, j'avais pas de confiance en moi quand on t'écoute parler. Il y en a qui vont dire, ben là, c'est pas vrai. Mais est-ce que tu étais autant, tu parlais autant quand tu étais plus jeune ou tu étais plus renfermé ou comme. Je parlais. Tu parlais. Ouais, je parlais. Tu avais quand même un manque de. Tu sentais cette manque de confiance-là. Ouais, je sentais, en fait, un genre d'insécurité par rapport à ce que le monde y vont penser. Pour m'exprimer, ça, j'avais pas de problème à parler. J'ai appris, ma mère, elle dirait, je parlais avant même de marcher. Je pense vraiment que c'est ça. Là. J'étais à quatre pattes et blablabla. Ça, j'avais pas de problème. Mais c'est plus avec l'école où ce que là, j'avais pas de la misère à parler avec mes amis ou peu importe. Ça, c'est venu miner cette confiance-là. Là. Ouais, ça c'est sûr que ça l'a aidé. Mais le manque de confiance, c'était vraiment interne de moi, des doutes, des craintes, des insécurités. Fait que c'était pas d'un point de vue nécessairement social. Puis d'ailleurs, c'est ce que j'enseigne dans plusieurs de mes formations, la confiance sociale. C'est de mixer la communication avec la confiance en soi parce que c'est deux affaires complètement différentes. Là. Tu peux être un bon communicateur, mais manquer de confiance. Il y a des gens là, qui peuvent venir ici, là, puis de parler dans le micro, aucun problème. Puis dans la rue, quelqu'un leur dit « Hey, salut, comment ça va? » Puis ils paniquent. Ou l'inverse. Dans la rue, parler avec des gens, tout va bien. Ici, il y a un micro, il y a une caméra, ça les insécurise. Fait qu'il y a un point de vue de communication qu'on peut avoir la confiance ou pas. Il y a un point de vue confiance en soi que c'est vraiment nous avec nous-mêmes. Là. Ça n'a pas rapport avec les autres. T'es tout seul chez vous, puis tu te sens pas bien. Là, t'sais. Donc, il y a tellement de choses, mais j'ai travaillé sur tellement de facettes, ça prendrait 8 épisodes pour t'expliquer au complet ce que j'ai travaillé. Ta clientèle, là, dans Drôlement Inspirant, puis dans justement tes suivis que tu fais, c'est quoi l'âge général de ta clientèle? C'est beau l'âge. L'âge, là, c'est tellement beau. On a du 20 ans à 65 ans. C'est fou, là. On a des gens là, de tous les âges, toutes les régions, de différents pays. Là. Tout dernièrement, là, on commence à aller chercher des gens dans d'autres pays, en francophonie. Mais c'est définitivement des gens qui veulent plus. Souvent, ce que je remarque, c'est qu'on a une clientèle qui est séparé, soit des gens qui ont jamais entendu parler de croissance personnelle, mais là, ça les accroche parce que le discours de Drôlement Inspirant, c'est très facile à comprendre. C'est la façon que je m'exprime, tu n'as pas l'impression que je te pèle des nuages, je dis des vraies affaires, puis c'est pas rare, moi j'ai des clients, là, je vais faire une caricature, là, mais tu sais, des mécaniciens ou des bonhommes, là, que c'est comme...
Ma femme, elle faisait ça, si elle allait voir des conférences, puis des séminaires, puis moi, je comprenais rien là-dedans. Mais toi, Chris, j'aime ça, comment tu parles. Puis c'est pas du monde qui vont lire des livres ou assister à des conférences. Mais la façon que je parle, ça vient les chercher. Comme Chris, il dit les vraies affaires. Puis c'est comme, c'est quoi ça veut dire, ça, de dire les vraies affaires? Ça veut rien dire, mais pour eux, je dis les vraies affaires. Fait qu'on a une portion de gens qui avaient jamais fait de croissance personnelle. Sans faire de, tu sais, naturellement, sans généraliser, c'est moins l'affaire des hommes. Ça l'est de plus en plus, mais c'est le développement personnel. C'était une industrie de femmes. Exactement. Le marketing est ciblé pour les femmes. Comme l'école est ciblée pour les filles. Ah oui? Ouais, tu sais, c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de petits garçons. Moi, je dis toujours, l'école n'est pas faite pour les garçons. Tu sais, surtout, toi, tu disais, là, tu sais, on fait un peu du coq à l'âne, mais tu sais, toi, tu disais, t'arrivais de la campagne, tout ça, tu sais, un petit gars, son environnement, c'est quoi? C'est d'aller jouer dehors. C'est d'aller, justement, dans la boîte. C'est aller faire du vélo, aller grimper aux arbres. La petite fille, elle, déjà, dans son jeune âge, elle va jouer à la maîtresse d'école. Elle va jouer, tout se passe en 4 murs. Elle va jouer à à l'infirmière, à la madame dans un magasin, tu sais, avant des affaires. Ça se passe déjà mentalement dans un 4 murs. Fait que la petite fille, quand elle arrive à l'école, c'est plus facile. Ça se retrouve en 4 murs, puis bon, etc. Puis il y a la maturité aussi qui rentre en ligne de compte. Mais le petit gars, lui, là, justement, il était dehors, il était dans la boîte, il se garochait un peu partout. Puis là, tu le mets dans une boîte, tu sais, puis tout est... Fait que, tu vois, fait que... C'est intéressant. Au niveau du développement personnel, ben c'est ça, tu sais, c'est beaucoup plus une industrie de femmes. Puis moi, je pense que tu réponds vraiment, je suis certaine que tu réponds. C'est pour ça qu'il y a des hommes. Est-ce que tu as plus d'hommes que de femmes dans ta clientèle? Non, ça reste encore, c'est un 60-40, je te dirais, et ça peut changer. Par contre, moi, je n'ajuste pas. On veut que ça change. Ouais, mais je n'ajuste pas mon marketing pour les femmes. Puis ça, c'est ce que je trouve dommage dans l'industrie, c'est que on va cibler plus les femmes, tu sais, comme dans leur publicité Facebook ou peu importe, ils vont cibler beaucoup plus les femmes. Donc, c'est pas compliqué. Je vais faire une vidéo, je vais dire, OK, mais moi, je veux que cette vidéo-là, pour que tu t'inscrives à telle formation ou blablabla, ben, il faut que ça soit vu par des Claudine entre 35 et 50 ans. C'est ton public cible. Puis là, ben, ils vont viser ce public-là parce que c'est eux qui sont plus sujets à acheter. Puis ils vont pas aller se faire chier avec des gars qui vont juste écrire en commentaire « Ah, si, ça, c'est du pelletage de nuages. » Moi, je fais pas ça. Tu sais, je cible autant les hommes que les femmes. Peut-être à mon dépens financièrement, mais parce que c'est ta mission. Si j'avais un discours plus... Je pourrais juste adapter mon discours un peu plus féminin, là, puis on score encore plus des records du côté féminin, mais c'est pas ça le but. Moi, c'est d'aller rejoindre les deux. Et on a également dans notre portion de clientèle du monde qui ça fait déjà très longtemps qui sont dans la croissance personnelle puis qui viennent chercher juste autre chose. Quelque chose de nouveau. Exact. On en a de toutes les sortes. On a du monde là, qui commence dans la vie. On a des gens qui sont millionnaires puis ont des business avec 60 employés. On en a de toutes les sortes. Puis c'est vraiment beau parce que dépendamment des formations, on en a qui sont en cohorte où ce que les gens sont ensemble. Donc, elles sont 20, 30, 40 personnes ensemble. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que les échanges, les faits de groupe, les partages qui vont se faire, tout le monde a à apprendre de tout le monde. Donc, autant la personne qui commence dans l'univers de la croissance personnelle que la personne qui c'est déjà 20 ans, qu'elle en fait, mais elle vient juste chercher autre chose de différent. Quelque chose de différent. Exact. Puis dans ta clientèle, parce qu'on parlait d'estime de soi, on parlait justement du regard, tu parlais de social, justement, au niveau social. Justement, les gens de 50 ans, mais surtout ta génération. Tu sais, moi, j'ai une fille de 23 ans. Habituellement, vous vous définissez énormément par les médias sociaux. Je dis vous, je généralise, là. Et malheureusement. Mais tu sais, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu penses comment je pourrais dire, qu'est-ce que tu observes de cette génération-là, de ta génération-là? Je ne sais pas, tu as quel âge, mais tu es pas loin de la trentaine ou vingtaine. Là, 26. 26, c'est ça. Donc, tu sais, moi, ma fille a 23. Je me dis... Qu'est-ce que tu trouves qui a peut-être nuit à ta génération ou que vous auriez avantage à savoir plus en développement personnel que justement cette définition-là que vous faites beaucoup, parce que l'estime de soi vient beaucoup des réseaux sociaux avec la génération des 20 ans. Si j'avais une réponse, je serais pas ici en ce moment. Je serais sur un gros yacht parce que j'aurais tout compris de la vie. Non, mais je serais prétentieux de te dire, c'est ça le problème. Très dur à aller cerner c'est quoi le problème. Je me renseigne de plus en plus justement sur les médias sociaux, qu'est-ce qui influence, c'est quoi qui est positif, qu'est-ce qui est négatif. Ce qui est beau sur les médias sociaux, c'est que tout le monde peut s'exprimer. Ce qui est laid sur les médias sociaux, c'est que tout le monde peut s'exprimer. Fait que tu sais, c'est ça un des on va dire un des problèmes. Bon, on met des parenthèses là-dedans.
la façon de se définir, c'est sûr qu'on se montre sous notre meilleur. Tu sais, c'est rare d'ouvrir la caméra en disant « Esti que je suis laid aujourd'hui, j'ai la pire journée de ma vie, je vais filmer ça ou je vais afficher ça. » Là, un peu plus, parce qu'on a la mode du hashtag authentique, puis là, il faut qu'on montre qu'on est donc bien vrai, mais esti, ta photo a quand même un filtre. Tu comprends? Tu dis que t'es authentique, mais tu as quand même recommencé 5 fois la même Christie de photo pour faire « Ah, ça va être plus beau comme ça. » Puis tu as un texte qui est supposément authentique, tu sais. Donc, il y a ce côté-là de, au départ, on se montre notre meilleur. Aujourd'hui, certaines personnes essayent de mixer ça avec, non, on se montre pas sur notre meilleur, on se montre comme nous sommes tout le temps. Mais ça reste que on voit une portion de la vie des gens. Puis ce que tu vois de tes amis sur les médias sociaux, c'est pas nécessairement ce que tu vois de eux dans la vraie vie. C'est correct, c'est juste que évidemment, ça vient un petit peu nous je sais pas si ça peut se dire là, l'expression anglophone, nous trigger, puisque on regarde ça puis c'est comme moi j'ai envie d'être comme cette personne-là que je vois tout le temps on the top, que je vois tout le temps à son meilleur. Fait que ça vient, je vise quelque chose qui est impossible, qui est inatteignable. Donc c'est sûr que ça met la barre haute. Ça met la barre haute, puis ce qui est triste là-dedans, c'est que c'est correct. Moi, je regarde des Michael Jordan ou des gens là, qui ont accompli là, des grandes choses, puis je vais pas me comparer, je vais m'inspirer. Fait que moi, la façon que je l'ai fait qui est à mon avantage, puis ça pourra pas régler le problème, comme la question que tu me poses, mais ça n'aurait pas le problème. Mais moi, ce qui m'a aidé, c'est de m'inspirer plutôt que de me comparer. J'ai pas envie d'être Michael Jordan ou d'être Tony Robbins ou d'être quelqu'un qui accomplit des choses si exceptionnelles. Je veux accomplir, moi, des choses vraiment nice pour moi, de la façon que moi, je le feel puis j'ai envie de le faire, mais je vais m'inspirer plutôt que de me comparer. Parce que de me comparer avec un, puis l'autre, puis lui, puis ci, puis ça ne finit plus. Ah, t'as un meilleur micro que moi. Ah, mais la caméra est meilleure que moi chez nous. Ah, puis là, je crois que quelqu'un d'autre. Ah, mais lui, sa casquette est plus belle que moi, celle que j'ai fait faire. Ah, ta casquette est super belle. Merci. Ça me rassure. Tu peux ça, j'étais insécure par rapport à ça. T'as un beau sourire aussi, puis t'es super inspirant. Puis je trouve ça bien parce que, tu vois, je te parle de la génération des 20 ans, mais tu sais, justement, par rapport à la confiance, c'est exactement ce que tu dis. C'est que faut pas que tu te définisses avec les likes puis avec justement le regard. Mais c'est dur, comment on fait ça? Ouais. Ça reste, moi, j'ai une vidéo. Faut que tu sois je lève la main, le coupable. Là. Je vois une vidéo là, que 10 000 likes sur, mettons, TikTok. Puis là, je m'en vais sur Instagram puis j'ai une photo qui a 30 likes. C'est sûr, je suis plus content de la vidéo qu'il y en a 10 000. Tu comprends? Ouais. Il y a quelque chose là-dedans que je peux pas dire oh, « moi, je m'en fous ». C'est pas vrai que je m'en fous. Non. Il y a quelque chose que j'aime dans le fait de dire « Hey, ça a marché, ça l'a plu à des gens ». Tu peux être fier, mais tant mieux si tu focuses sur celle à 10 000. Si tu commences à focuser sur celle à 30 seulement, puis là, te définir, te dire « Oh mon Dieu, j'avais ça de travers, comment ça se fait? » Tu sais, ma clientèle sur Instagram, c'est pas la même chose que sur TikTok. Ça veut dire, oui, tu peux faire des études de marché. Mais le négatif est tellement plus retenu dans notre tête, puis tu sais, je suis pas neuroscientifique, je pourrais pas le dire, même si je m'intéresse beaucoup à la neuroscience. Le négatif, on le retient plus que le positif. Si je te croise dans la rue puis je te dis « Hey, il est beau ton chandail. Merci. » Tu passes ta journée, puis tu y penses même plus. Si je passe à côté de toi dans la rue puis je fais « C'est laid ce chandail-là. » Sûrement tu vas penser à ça toute la journée. À chaque fois que tu vas revoir ton chandail, tu vas y penser. T'écoutais de la musique, la toune que t'écoutais pendant que je t'ai dit que ton chandail était pas beau, tu vas t'en rappeler à chaque fois que tu entends la toune. Le coin de rue où tu étais, à chaque fois que tu vas y retourner, tu vas te rappeler que c'est là que tu t'étais fait dire que ton chandail était laid. On retient beaucoup plus le négatif que le positif. C'est triste, mais j'ai pas de solution miracle par rapport à ça. Par contre, c'est sûr qu'il existe un paquet de choses où que si on est pris là-dedans, là, dans cette boucle-là de le négatif est constamment dans ma vie, il y a du voyage à faire là, au niveau de notre quotidien, de notre hygiène de vie, de ce sur quoi on se concentre. Parce que toi, t'as pas choisi que quelqu'un dise dans la journée que ton chandail était laid. Par contre, tu choisis toute la journée de garder ça dans ta tête et de focusser juste là-dessus. Non, c'est ça. D'où l'importance que c'est beaucoup, comme on dit, croissance personnelle, de se faire confiance puis de pas se définir parce que les autres vont nous dire. Ça veut pas dire qu'on faut être fermé puis faut être narcissique. C'est pas ça que ça veut dire. Hey, mais il y a un balancement. Hein? Exactement. Parce que il y a des gens que tu pourrais interviewer puis dire je m'en fous de ce que les autres pensent. Moi, je m'en fous pas de ce que les autres pensent. Moi, si quelqu'un me dit quelque chose de positif, je suis content. S'il me dit quelque chose de négatif, c'est sûr que ça peut venir me déranger. Par contre, est-ce que le négatif ou le positif va venir influencer mes actions? Faut pas. Tu sais, il y a des gens, par exemple, qui vont faire du coaching, comme je le fais. Puis le pourquoi sont motivés à faire ça, c'est parce qu'il y a des gens qui les aiment. C'est parce que ton rôle, c'est pas que les gens t'aiment. Ton rôle, c'est d'aider les gens. Fait que moi, si ma motivation, c'est les gens qui me disent « Hey, t'es bon,
ça va pas bien mon affaire. Parce que si ça, c'est ma motivation, ça veut dire que la journée que tout le monde me dit que je suis pas bon, j'arrête de faire ce que je fais. Non, c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose non, puis là-dedans des fois, tu peux leur dire des choses qu'ils seront pas contents d'entendre non plus. Exact, c'est clair. Fait que là, c'est ce que tu avais besoin vraiment, d'entendre. Tu vas aller dans l'accompagnement, tu sais. Oui, moi, je dis pas toujours aux parents des choses qu'ils veulent entendre, mais c'est ma spécialité, puis je veux le bien de leur enfant, puis des fois, je suis pas toujours... mais ça, vois-tu, bonne nouvelle, l'honnêteté finit toujours par payer. J'en ai parlé dernièrement dans un épisode de podcast. L'honnêteté finit toujours par payer. J'ai plein de clients qui me disent « Hey, le 3 ans, là, je te détestais. Le 2 ans, je t'ai revu passer, puis j'ai fait « Ah, s'il est encore là, lui. » L'année passée, ma blonde me parle de toi, mon collègue à la job m'a montré des vidéos. Je m'a commencé à l'écouter. V'là 6 mois, je me suis inscrit à ton groupe gratuit. Puis là, si je suis dans un de tes programmes. Fait que là, tu fais, hey, v'là 3 ans, on les a en témoignage, là. Ils sont devant la caméra, puis ils disent, v'là 3 ans, Charles, je taillissais, puis aujourd'hui, asti, t'as changé ma vie. Fait qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, ce que tu dis. Mais si j'avais essayé de plaire, puis de toujours dire des belles affaires, ce qu'on voit beaucoup dans l'univers de la croissance personnelle, puis que je déplore, de juste parler pour brasser de l'air de on est tout fin, on est tout bon, puis gratitude, puis tout le monde est content, puis tout. C'est pas ça, là. Il y a des problèmes, puis il faut les régler. Puis souvent, on a peur d'aborder le problème parce qu'on a peur de friper les gens, on a peur qu'ils se sentent pas bien. Je préfère que tu te sentes pas bien pendant 5 minutes, puis le reste de ta vie aille mieux, que de te plaire pour là, temporairement. Faut pas te fâcher, pas mieux. Te froisser. Exact. Mais c'est ça. Encore une fois, c'est dangereux parce que, qu'est-ce que le monde pense? Ça va-tu m'affecter moi dans ma vie? Est-ce que ça va venir tuer l'identité que je me suis créée? Il y a tout ça aussi, là. Il y a tellement de choses. Donc. Puis il y a les gens qui nous entourent aussi parce que, bon, tu as été le plus jeune directeur dans un concessionnaire automobile, puis tu t'apprêtais pas à être ça, là. Non, moi, je l'ai sacré mon camp de là. Moi, je voulais m'en aller de là, j'aimais pas ça. Puis j'avais des plans j'avais commencé à faire une couple de cours pour m'en aller comme conseiller financier. Et j'avais quand même une rêve de drôlement inspirant, mais tu sais, c'était tout le temps comme je travaillais dessus, mais c'était jamais. T'avais peut-être un peu le syndrome d'imposteur aussi. Non, ça, j'ai pas eu ça. Puis je suis content. Je l'ai beaucoup étudié, le syndrome d'imposteur, parce que beaucoup de gens qui sont pris avec ça, puis on aide des gens dans nos formations qui sont pris avec le syndrome d'imposteur. Moi, j'avais pas ça. C'était vraiment comme. C'était pas encore défini ce que j'allais faire. Puis, hey, drôlement inspirant. Coacher du monde à fucking 20 ans. On se calme, là. Faut tu vivre une couple d'affaires aussi, là. Donc, je savais, le côté drôlement inspirant, de faire des conférences, des vidéos, de me faire voir publiquement. Je savais qu'il allait avoir ça, mais de bâtir une business tangible, j'étais pas encore prêt. C'était juste une question vraiment d'être prêt. C'était pas une question d'imposteur, mais moi, je m'en allais pour ça, être conseiller financier, puis en même temps de faire d'étudier puis tout ça pour les cours, on m'a proposé de devenir directeur. Puis là, j'ai fait comme, je me ramassais avec 110 000 par année, un char payé, toute la belle patente à 20 ans, mais oui, go, tu sais. Puis 6 mois avant, je pelletais encore de la marde à la ferme où je travaillais, là, tu sais. Fait que ça s'est fait. Mais il y a quelqu'un qui a vu quelque chose en toi pour t'offrir ce poste-là. Il y a quelqu'un qui a dû voir vraiment là, tout ce que tu dégages là, ce qu'on voit de plus en plus à travers ton programme, à travers tes podcasts. C'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui a vu ça en toi, qui a dit, ben lui, écoute, là, faut qu'on le mette à quelque part. On n'était pas en pénurie comme on est là maintenant. Non. Tu sais, je veux dire, il y a quelqu'un derrière ça parce que ça fait partie aussi de notre parcours, les gens qui nous entourent, qui croient en nous, puis qui nous, tout à fait. nous lancent des fois dans certaines avenues. Là. Tout à fait. Moi, j'ai beaucoup de reconnaissance pour les gens qui ont justement vu un potentiel puis qui m'ont offert des opportunités. Par contre, je pense qu'on en a toutes. Ah ben oui. On a tout un moment où on peut saisir quelque chose, peut-être qu'on ne le fait pas. Toujours. Exact. Donc oui, mais oui, tout à fait. Tu as été directeur longtemps. Ça a duré combien, ce 110 000 par année-là? C'est un gros poste-là. Ça a duré 1 an et demi, 2 ans. OK, mais quand même. Ouais, j'ai quand même aimé ça. Moi, j'ai aimé le côté management. Donc, j'aime ça se dit mal, là, gérer, là, mais aujourd'hui, chez Drôme Inspirant, on est une équipe de 12 personnes en ce moment. Là. Puis j'ai du fun là, avec toute l'équipe et tout. Fait que j'avais appris certaines choses au niveau du leadership quand j'étais là, mais je connaissais pas le leadership, je savais pas comment leader des gens, mais je me suis mis à l'étudier la journée qu'on m'a donné la job. Ben, je me suis dit, hey, je peux pas commencer à leader du monde. Tu pourras jamais leader des gens par ton titre. Pas parce que là, sur ma carte d'affaires, sur mon bureau, c'est marqué directeur, que automatiquement, j'ai le respect des gens. Au contraire, les employés qui sont là depuis plus longtemps que moi, les fait chier que ce soit moi que sur le boss. Ben ouais. Les clients qui ont 50 ans puis ils viennent pour se plaindre puis ils disent « Va me chercher ton boss! » À la secrétaire, puis c'est moi qui arrive. Pas de barbe. Avec la voix encore en train de muer.
ça fait pas tant leur affaire de parler qu'un enfant, tu sais. Fait que il fallait absolument que je me développe encore plus pour être à la hauteur de ça. Mais j'étais pas prête techniquement par la vie pour dire, genre, avoir ça, mais vu qu'on m'a mis là, j'ai comme pas eu le choix de me débrouiller. Un peu comme si on te pitch sur une île déserte. C'est pas le temps de te dire, ouais, mais moi, j'ai pas étudié comment faire des feux. Tu vas crever, là. Fait que figure it out là. Fait que vois-tu, ça, c'est un autre point qui m'a aidé au niveau de la confiance, c'est que j'ai pas attendu d'être dans d'être prêt à 100%. La vie me soit poussée à être prêt, ou quand j'étais dans une position où j'ai pas le choix, ben j'apprends là. Puis c'est sûr que je vais me planter, c'est sûr que je vais faire des erreurs. J'ai fait un paquet d'erreurs comme directeur. Je me suis trompé dans plein d'affaires, là. Je fais énormément d'erreurs, mais ça me permet tellement... J'ai l'impression, là, ça, pour de vrai, là, d'avoir un genre de hack, ou avoir un genre là, de shortcut de la vie que les gens n'osent pas prendre. Ça me dérange plus de faire des erreurs. Puis ça, on dirait que ça me fait tellement avancer vite, là. C'est incroyable. Tu fonces, puis si tu dois faire face à certaines choses, tu fais face au lieu d'essayer de contourner, puis exact. C'est dur à expliquer parce que je sais que le but, c'est pas de dire à tout le monde, OK, là, le message, c'est fermez-vous les yeux, foncez tout droit, puis on s'en fout. Non, tu peux avoir un train devant toi, là. Ce serait intéressant de l'éviter. Mais j'ai vraiment le sentiment, c'est ça mon feeling, j'ai le sentiment que le fait de pas attendre à 100%, puis juste de sentir, OK, est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait peut-être m'aider? Oui, je le fais. Puis là, j'apprends soit que ça marche ou j'apprends un paquet d'affaires. Tu apprends de tout ce que tu fais, finalement. Tu te sens, tu es toujours en mode apprentissage. Ouais. Même si c'est toi qui apprends à d'autres à travers ton coaching, tu apprends aussi. Ben, ce que j'enseigne, on fait pas du SRR. Là. Ce qu'on enseigne nos formations, c'est rodé. Là, Fait qu'il y a le côté, oui, mettons, moi, en termes entrepreneurial ou dans toutes mes sphères de ma vie, que j'essaie plein de choses, mais c'est sûr qu'au niveau de ma business, il n'y a pas tant du SRR. Non, mais je veux dire, au niveau à travers du coaching. tes clients, à travers leur vécu, à travers toi, comment tu les accompagnes, on est en constante amélioration. Tout à fait. C'est l'amélioration continue. Il y avait des sujets que tu as abordés, l'opinion des autres, les gens qui veulent te voir heureux, mais pas plus qu'eux. Tu sais, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Je sais que tu as fait des podcasts là-dessus, mais parce que moi, ça m'interpelle aussi. Là, souvent, les gens veulent te voir heureux, mais pas plus qu'eux. C'est tellement drôle. Moi, j'ai toujours dit, là, ça fait des années, je dis ça, j'écoute, ça va bien dans ta vie, t'es en couple, ça fait des années que t'es marié, tes enfants sont en santé, t'as une belle grosse maison, t'as une belle job, tu sais, là, t'as un chalet, tu sais, tout va bien. C'est drôle, t'es moins populaire, mais si ton mari vient de te laisser, ton enfant est malade, tu viens de perdre ta job, là, on pauvre toi, là, soudainement, là, tu deviens, on s'apitoie sur ton sort. Spécial, hein? On est là pour toi quand ça va mal, mais quand ça va bien, là, on veut pas. J'ai fait un épisode, j'ai fait plusieurs, là, mais l'épisode 13, ça, c'est un de mes épisodes qui a le plus marché, que ça fait vraiment jaser les gens, où j'expliquais que imagine, je mettais un peu un genre de parenthèse, là, imagine un monde où, quand les gens sont négatifs, on n'est pas de leur bord, puis quand c'est positif, on est vraiment de leur bord. Puis évidemment, faut en prendre, faut en laisser. Le but, c'est pas si quelqu'un va mal, c'est correct d'être là pour l'autre personne, mais il y a une espèce de... On nourrit ça, ce côté-là négatif de quand tu te plains, on est là avec toi, puis oui, puis c'est pas drôle, puis on met de l'engrais là-dessus. Mais de l'inverse, on le fait pas. Donc, techniquement, on envoie comme message aux gens de plains-toi si tu veux avoir l'attention, tu sais. C'est pas en arrivant au souper en disant hey, je suis tellement fier de moi, cette semaine, j'ai accompli A, B, C, D. C'est tel contrat où j'ai fait telle chose, où j'ai réussi à telle affaire. Ça, c'est du jugement, mais de dire hey, ça a-tu mal été cette semaine? On t'écoute. Hey, débouche une autre bouteille de vin, là, on va en jaser. Penses-tu que c'est typiquement québécois, ça? Je sais pas. Okay. Je sais pas. J'observe. J'observe. Peut-être qu'un jour, j'aurai la réponse. Je t'appelle, on offre un épisode complet là-dessus. Mais j'ai pas compris, par contre, j'essaie pas de... Ça traverse le temps, en tout cas. Ouais, puis ma grand-mère, cette semaine, m'appelle pour me dire... Elle était toute contente, là. Elle a passé 80 ans, là, puis dans le temps, elle a réussi à cliquer sur mon podcast, puis elle a dit « J'ai écouté un épisode, puis c'était donc bien vrai ce que tu disais par rapport au jugement familial, puis tout ça. » Puis elle dit « Moi, quand j'ai eu telle affaire dans ma vie, puis telle affaire, il y avait du jugement. » Puis là, je me disais « Hey, c'est beau à quel point, tu sais, parce qu'elle a fait plein de belles choses, mais c'est beau de voir à quel point elle se faisait juger en 1940, 1950 ou 60, ou peu importe, mais j'ai pas les années pile, là, mais... Là, 40-50 ans se faisait juger pour des choses qu'en ce moment, quelqu'un fait ça, on juge encore. Puis c'est souvent des choses personnelles, genre un choix de vie, ton conjoint, ta conjointe, que tu décides d'être avec ou laisser, un choix de carrière.
On juge encore. D'avoir des enfants ou pas avoir des enfants, des choses comme ça. C'est fou, il y a vraiment quelque chose de curieux là-dedans. Puis j'ai un peu lâché prise sur essayer de comprendre le pourquoi, parce que à quoi bon arriver ici pour faire « Hey, moi vous dire le problème. Le problème, là, c'est que les gens... » Ça arrête d'accuser le monde. Non. C'est quoi la solution? Fait que de l'autre côté, j'ai beaucoup plus travaillé sur comment m'en défaire de ça. Puis c'est une des choses qu'on voit en formation sur comment se défaire de quand on est vraiment pris là-dedans. Parce qu'il y a des améliorations, mais on dirait qu'on stagne dans d'autres choses. Il y a des choses qui restent, qui traversent les générations, qui font en sorte qu'on n'évolue pas ou qu'il y en a qui restent avec certaines blessures. Tu sais, travailler fort n'est pas la solution. Écoute, ça, c'est ma génération. On dit, écoute, faut que tu travailles fort. Puis les enfants entendent ça, tu sais, déjà d'emblée de dire... moi, je me suis débrouillée là, à 10 ans. Là, je faisais les foins, je faisais ci. Fait qu'ils se débrouilleront. Mais c'est pas ça. Tu te débrouilles, mais Chris, t'es pas plus heureux. Puis c'est vraiment ancré. Moi, j'ai beaucoup étudié aussi la gestion de temps. C'est une chose aussi qu'on enseigne, mais il y a des semaines là, où je suis tellement efficace, puis je délègue bien mes affaires, puis mon équipe, ils m'entourent super bien parce que je m'entoure de gens meilleurs que moi dans des sphères ce que j'ai de besoin. Puis il y a des semaines là, qu'après, rendu où là, mettons, j'ai travaillé lundi, mardi, mercredi, là, à partir du jeudi, là, j'ai plus grand-chose à faire parce que j'ai vraiment été efficace. Quand je dis plus grand-chose, c'est, mettons, ma liste, elle est faite. Fait que, techniquement, je pourrais faire, elle va prendre ça soft jeudi, vendredi, samedi. Non. La première affaire qui me vient en tête, c'est on va faire ça, puis ça, puis ça. Puis je me rajoute d'autres affaires pour avoir l'impression que j'ai vraiment travaillé puis que je l'ai mérité, là, ma fin de semaine. Je l'ai mérité là, parce que j'ai travaillé fort. C'est vraiment, vraiment ancré profond au fond de nous. Parce que même si j'ai une bonne gestion de mon temps, j'ai quand même de temps en temps l'idée de faire une semaine de 3 jours, c'est comme il y a quelque chose qui marche pas. Là. Exact. Non, ça marche pas. Là, si, il y a du monde qui travaille puis c'est comme ma vie, je l'ai bien gagnée pendant 3 jours. Puis ce qui est fou, c'est que je vis pas de culpabilité. C'est vraiment parce que moi, j'ai le sentiment que les revenus que je gagne, je suis payé aujourd'hui pour ce que j'ai fait là 5 ans. C'est ça que je gagne aujourd'hui. Par rapport aux revenus, aucun sentiment de culpabilité. C'est plus une question de non, mais je peux faire autre chose avec mon temps. Mais pourquoi faire autre chose, ce serait pas juste aller t'amuser ou puis je m'amuse quand même. Mais je peux juste te partager avec transparence que c'est pas parce que je gère bien mon temps que tout est déjà gagné. Non, on n'est pas parfait, pas parce qu'on est, on l'a toujours dit, en tant que des fois de spécialiste ou que de coach ou quoi que ce soit, quand on a une vue d'extérieur et d'ensemble, on est des bons conseillers. Quand ça nous arrive des fois dans notre cours, c'est notre vie, c'est nos enfants, c'est notre réalité. On n'est pas parfait, là, même si on accompagne. Mais je me réajuste vite, par exemple. Je tombe pas dans le je suis de même. Non, c'est pas dire de se complaire dans la médiocrité non plus. C'est ça. Je réajuste assez vite, mais ça reste que oui, travailler fort, c'est pas nécessairement la solution. Oui, je travaille fort, mais c'est pas juste ça. Là, c'est d'autres choses c'est une chose à apprendre. C'est une chose à apprendre. Comment se faire respecter? Comment on se fait respecter? En se respectant soi-même en premier. Ouais. Oh, c'est cute, hein? Ben, c'est vrai pareil. Oui. C'est vrai pareil. Il y a une chose que je remarque, c'est la journée où parce que le respect, je vais donner un truc qu'on voit en formation. Okay? Ça, c'est une affaire qui moi m'a beaucoup aidé et qui a aidé beaucoup de mes clients. C'est quoi pour toi le respect? Définis. OK? Puis vraiment, le monde qui va écouter, là, prenez un instant, là, ça, c'est un bout qui est vraiment important. Là. Définissez c'est quoi à 100% pour vous le respect. Écrivez-le, là. C'est quoi pour toi le respect? Parce que si quelqu'un te manque de respect, là, comment tu lui expliques que la personne t'a manqué de respect? Ou comment tu fais ça? Ça varie d'une personne à l'autre. Exact. Tu devrais dire le point que je m'en allais dire. C'est que c'est justifiable pour tout le monde, tu comprends? C'est comme pour toi, le respect, c'est pas la même affaire que moi. Je vais te donner un exemple. Moi, me faire, là, c'est sûr, c'était pas pratique pendant une pandémie, là, mais moi, me faire toucher physiquement, aucun trouble avec ça. J'aime ça, là, tu sais, les câlins, ou tu me donnes une tape sur le bras. T'es toucheux, là, t'aimes ça. Moi, Exact. Ça, là, j'adore ça. Mais il y a des gens que donner des becs ou un câlin, les autres, ça prend une distance. Mais moi, c'est pas parce que moi, j'aime ça que je dois donner des câlins à tout le monde, puis que si quelqu'un me repousse en disant « non, moi, je me garde une distance », je me sens offusqué, puis je suis ben là, puis... Ou que tu dises « ben là, voyons donc, franchement, t'es bien ici, t'es bien ça, franchement. » Ça, c'est un manque de respect. Ouais. Mais puis on a l'impression des fois que le manque de respect, il faut que ça soit vraiment quelque chose là, de grave. Là. Manque de respect, là, c'est pas dire à quelqu'un ta gueule ou va chier. Des fois, un manque de respect, c'est juste justement, ben non, voyons donc, c'est pas grave, viens ici, on va se faire un câlin. Pas respecter les limites de l'autre. Pas respecter les limites de l'autre. Donc,
ça ne réglera pas tout le problème. Mais déjà, la première étape de décrire, c'est quoi pour toi le respect? Qu'est-ce qui est important? C'est quoi tes valeurs? Mais au moins, ça devient plus clair dans ta tête. Et lorsque tu vas vivre une situation où il y a un manque de respect, tu vas être capable de mieux le communiquer. Ce sera peut-être pas à 100%, mais au moins de l'exprimer, c'est déjà quelque chose de bon. Fait que, par exemple, mettons que quelqu'un, je sais pas, moi, je suis dans un souper, puis il y a une personne qui me dit, dans une conversation, mettons, je compte une histoire, puis pour le faire, il me dit, hey, ta gueule. Si je laisse ça aller, la personne, ça l'autorise à Charles, on peut y parler n'importe comment. On peut y couper toujours quand il parle, puis on peut exact. Si je fais je sais que c'était pas méchant ce que tu as dit, mais moi, on me dit pas ta gueule. Là, il y a un silence là, qui est malaisant. Ah non, mais non, excuse-moi, c'est pas ça. Ah, c'est une joke. Non, pas de trouble, je suis pas rancunier, mais juste comme moi, ça se peut qu'il y ait un petit malaise, mais ça se reproduira plus. Parce que j'ai su le dire. Donc, tu as su te faire respecter puis mettre ton pied à terre. Mais c'est pas juste d'arrêter le monde à dire comme oh, ça dit pas ça. Ah non, moi, c'est comme si. Il faut vraiment que tu sois capable de définir c'est quoi pour toi le respect. Si tu es capable de savoir c'est quoi pour toi le respect, ça va être plus facile. Puis il y a une espèce d'énergie que tu vas dégager de. Tu sais, pourquoi il y a du monde qu'on vous voit puis il y a du monde qu'on tutoie? Il y a du monde qu'on vous voit naturellement. Puis là, on parle pas d'âge. Il y a des gens qu'on vous voit et des gens qu'on tutoie. Moi, c'est drôle. Et je pense pas que c'est un manque de respect, mais les gens ont vraiment le goût de me tutoyer. Parce que quand ils me voient dans les vidéos ou dans le podcast, ils ont l'impression que je suis leurs amis. C'est comme, hey, il y a des gens qui m'appellent, ils vont m'appeler là, hey, pour la conférence à telle place, là. Hey, excuse-moi, je te tutoie, mais on peut te tutoyer. Ben oui, on va se tutoyer. L'impression de te connaître. Fait qu'il y a quelque chose de le fun là-dedans. Puis pour moi, le vouvoiement, c'est pas tant important par rapport à moi. Fait qu'il y a pas de problème. Mais si je voulais me faire vouvoyer, c'est à moi de le dire. Ah, excusez-moi, c'est Monsieur Côté. Je le dis, je trouve ça bizarre. C'est pas moi. Parce que c'est pas toi. Exact. Mais quelqu'un aurait le droit de le faire, aurait le droit de le demander. Là, tout à fait. T'as tout à fait le droit. Fait que se faire respecter, c'est long. Là, on peut en parler pendant tellement. C'est un autre univers encore. Oui, non, mais c'est quand même la base. Puis, tu sais, effectivement, là, tu parles de marketing relationnel. Tu sais, comment on peut mettre le mot marketing puis relationnel. Ça se fait. Ouais. Mettre de l'humain entre les deux. C'est mettre de l'humain puis de la bienveillance entre les deux. T'sais, le marketing, c'est pas mauvais. Le marketing, c'est rejoindre des gens. T'sais. Fait que on a mis quelque chose de... J'avais des gens dans ma famille qui avaient l'expression de genre... comment je pourrais bien le dire? Les mots sont importants, là, mais... En tout cas, ouais, toi, c'est bien marketing, hein, ton affaire. Dis de même, j'ai pas l'impression que t'aimes ce que je fais. Si tu me dis, ouais, toi, t'es assez marketing, t'es patente, là. T'es un bon vendeur, hein, mettons. Ça paraît, ça fait comme s'il y avait quelque chose de pas comme. Mais techniquement, moi, je veux avoir du bon marketing. Oui. Pourquoi? Parce que je veux me faire connaître, parce que mon message est important, puis parce que ce que j'ai à offrir peut et aide beaucoup de gens. Donc, si mon marketing est mauvais parce que je vais être un bon humain ou juste avoir du bon relationnel, ça marche pas. Fait que, tu sais, comme mélanger marketing et relationnel, les deux vont super bien ensemble. Ça dépend, ça dépend c'est comment tu le mixes. Je développe là-dessus parce que je trouve qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça. Tu sais, de dire, ben justement, est-ce qu'on peut, pas quantifier, mais est-ce qu'on peut marketer l'humain? Est-ce qu'on peut... oui, puis ça reste quand même une business. Là, ouais. Puis, ça reste que c'est un sujet touché, mais qui... Moi, je pense, ça revient au début ce que je te disais, l'intention. Moi, j'ai vraiment une bonne intention avec ce que je fais, puis je n'ai aucun malaise de travailler à avoir le meilleur marketing pour être vu par le plus de gens possible. Moi, un de mes buts, là, c'est d'être le Ricardo de la croissance personnelle. Ricardo, là, tout le monde le connaît. C'est pas tout le monde qui cuisine ses plats. Fait que moi, techniquement, si tu sais je suis qui, tu as juste le choix de faire affaire avec moi ou pas. Et c'est correct. Mais pour ça, il faut gérer du bon marketing. Ricardo, il y a du bon marketing. Il y a personne qui a dit, en tout cas, bon vendeur. Hey, c'est un Christy de bon vendeur. Il est très fort au niveau de son marketing. Il y a tout que ça prend pour se faire connaître. Il a vendu, là. Il est plus, là, je suis pas au courant de ce qu'il fait. Oui, c'est ça. Mais, non, mais bref, il a fait de quoi? Des articles de cuisine. Ouais, il a beaucoup élargi toutes c'était bien. possibilités. Ben oui, certainement. C'était-tu mauvais pour les gens? Ben non. C'était du bon marketing. Fait que ça dépend c'est quoi tu fais. Fait que oui, il y a des gens qui peuvent faire des choses avec du marketing. Le marketing, c'est un outil. Fait que ton couteau, tu peux couper de la viande ou tu peux blesser quelqu'un. Le marketing, c'est un outil. Dépendamment c'est quoi ton intention avec, tu peux faire du bien comme tu peux faire du mal. Oui, puis il faut aussi que, tu sais, t'as vraiment, comment je pourrais dire, ta façon particulière d'aborder la croissance personnelle, parce qu'on sait qu'il y en a plein, là, c'est plus une mode. Puis toi, tu disais que la pandémie t'a donné vraiment aussi un envol par rapport à ça. Il y a eu un timing aussi. Ben, ça allait bien avant. Mais la pandémie, ce que ça l'a fait, c'est que, encore une fois, ça reste le sujet du marketing. Tu
c'est qu'il y a beaucoup de gens qui avaient peur au début moi je pourrais dire en étant gentil, là, mais de mettre le pied sur l'accélérateur. Les gens qui avaient peur d'accélérer, puis d'investir, puis de bouger des choses pour leur entreprise, ils étaient plus en mode, tu sais, moi, j'attends de voir ce qui va se passer. Moi, j'ai pas attendu, j'ai mis le gaz au fond parce que je me suis dit, OK, normalement, dans les plus grands bouleversements, lorsque tout le monde, mettons, classique en bourse, lorsque tout le monde se retire, il y en a plein qui investissent, puis c'est eux qui profitent. Fait que, ce serait quoi l'expérience de faire ça, tu sais, puis j'aurais raison, j'aurais pas raison, mais finalement, ça a été bon parce que je me suis fait connaître, mes vidéos ont été encore plus vues, puis etc. Puis j'ai juste vraiment foncé tête baissée. Je te dirais que je sais même plus ça fait combien de temps là, qu'on est en pandémie, c'est bizarre de dire ça, là, mais le début, mettons, le 1 an et demi, je regardais rien de ce qui se passait vraiment dans l'actualité. Là, oui, je me tiens vraiment au courant parce que ça me touche qu'est-ce qui se passe, puis je veux être au courant de ce qui se passe. Mais au début, je me tenais pas vraiment au courant, puis j'étais vraiment concentré, un focus laser sur mes affaires parce que je sentais vraiment un timing de OK, on est en quarantaine, on est à la maison, hey, je suis dans mon bureau, puis je ne fais que travailler, je suis obsédé par mon entreprise, puis je fais tout ce que j'ai à faire pour que ça marche encore plus. Il y a un genre de personnage quand tu fais certains, ou c'est vraiment Charles Côté qui parle, ou des fois, il y a comme, tu sais, tu parles pas de la même façon, ton intonation est pas... C'était-tu déjà pensé, ce genre de... C'est une bonne question. Je te dirais, non, je suis authentique. Okay. Comme tout le monde, je suis authentique. Non, mais tu sais, sans être quelqu'un d'autre, un ton accrocheur ou bien non, ce personnage-là, je le vois des fois apparaître quand t'es encore plus passionné ou plus intense la façon dans ton de parler, sujet. c'est intéressant la question parce qu'en communication, on parle pas de la même façon partout ce qu'on est. C'est dans un souper de famille, avec juste la famille versus un souper de filles vendredi soir, puis là, vous débouchez le vino, puis vous contez vos histoires de date. Les conversations sont pas pareilles. T'es la même personne. Si je parle devant un auditorium de 150 personnes, j'ai pas nécessairement le même ton de voix que si je parle tout seul au micro de mon podcast ou versus on a une conversation ensemble parce que moi je pourrais dire c'est pas l'environnement là, mais on pourrait dire l'environnement est propice à ce que là on est plus calme, on est moins le sujet aussi, le sujet, momentum, il y a tout ça, fait qu'il y a plusieurs facettes différentes qui je crois que sont normales d'être un petit peu différents. Ce qu'il faut regarder, c'est les mots. T'sais, est-ce que c'est complètement contradictoire? Ce que tu dis, si vraiment j'ai la confiance en soi, c'est bon pour un autre épisode. Wow, c'est pas tant ça qui est le plus important. Il s'en va où, lui? Là? Ouais. Donc, mais oui, c'est sûr que quand tu te prépares à justement t'enregistrer un épisode, c'est sûr que tu t'arranges pour être bon, si ma blonde m'appelle tantôt dans le char pendant que je m'en vais, ben je réponds pas de la même façon que si, je sais pas, moi j'ai un client qui m'appelle ou si c'est mon banquier ou si c'est Revenu Québec. Ouais. Eux, je réponds pas. C'est pas vrai. Il n'y a pas de service. Par rapport à ce que là, tu as beaucoup de projets, c'est quoi qui s'en vient dans les prochains mois, les prochaines années, tes projets? C'est quoi ta vision? Vers quoi tu t'en vas? Ben, je l'ai dit avec Ricardo, mais je te dirais ça. Tu vas faire les autocuiseurs à l'effigie de Drôlement Inspirant. Exact. Non, mais en fait, je pourrais pas te dire exactement ce que je vais faire. Oui, il y a plein de projets. Par contre, moi, j'ai une citation qui dit parle moins, fais-en plus. OK? Parle moins, fais-en plus. Gros parleur, petit faiseur. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas de genre à dire qu'est-ce qui s'en vient parce que oui, il y a plein de projets, mais il y a tellement d'affaires qui peuvent changer. C'est sûr qu'au niveau de ce qu'on fait en ce moment avec Drôlement Inspirant, le coaching, nos accompagnements, ça va continuer, ça va super bien. Les résultats sont incroyables avec nos clients. Fait que tant que les résultats avec les clients, ça va bien, on continue avec ça. Mais pour tout le reste, je te dirais qu'on se refera un autre épisode. C'est un sujet quand même vaste. Écoute, on va faire une deuxième petite partie parce que j'ai un invité spécial. Yes. Parce que tu touches ton éditoire et comme tu disais, est très large. Puis on va aborder un petit sujet en finissant pour la deuxième partie.